dans l'exploration des rapports entre les humains et la nature, et plus particulièrement entre l'innovation et la nature, un des rapports peut-être c'est la manipulation, et ce qui évidemment pose pas mal de questions, la manipulation par rapport à la nature ou la manipulation de la nature. Oui, la manipulation, c'est peut-on faire faire à la nature ce qu'on veut, et peut-on faire faire à la nature ce qu'on veut, même dans le but de la sauver. Alors tu vois, cette innovation qui s'appelle Inversa, c'est tout à fait intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une innovation qui illustre qu'à l'avenir, par rapport au développement durable, eh bien, nous allons avoir à trancher des questions hyper difficiles, cornéliennes, voire quasiment impossibles. Donc Inversa, c'est une start-up qui fabrique des sacs à main, des portefeuilles en cuir de poisson, mais pas n'importe quel poisson, c'est le poisson-lion, qui est devenu une espèce invasive et en fait qui dévaste les récifs coralliens. Donc ça veut dire que cette start-up dit il faut exterminer toute une espèce de poisson et en faire accessoirement des sacs à main pour sauver les récifs coralliens. Donc voilà le genre de questions peut-être que nous aurons à trancher à l'avenir, c'est assez vertigineux. Puis c'est intéressant, ça pose aussi la question de la hiérarchie des êtres dans la nature, ceux qu'on considère qui doivent survivre et ceux qu'on considère qui peuvent être éliminés pour faire survivre d'autres. On se demande quel est le critère. Pourquoi est-ce que ce poisson aurait moins de mérite de survivre que les récifs coralliens qui... Oui, c'est ça, parce que tout part d'un point de vue humain finalement. On veut sauver les récifs coralliens parce que puits à CO2, donc survie de l'humanité. Accessoirement, c'est quand même un écosystème qui permet à pas mal de monde sur la planète de vivre. Donc c'est du point de vue humain que l'on tranche cette question. Oui, c'est comme si on appliquait un raisonnement utilitariste dans le sens où on se demande quelle va être à la fin, en conséquence, la situation qui maximisera le bien-être pour tout le monde. A priori, cette start-up considère que si on supprime ce poisson, en fait, ça aura plus de bénéfices pour le reste. Ou si on fait survivre ces coraux, ça va avoir plus de bénéfices entre guillemets, pour la nature tout entière. Donc ça veut dire, en t'écoutant, que finalement, il faudrait passer toutes nos décisions par rapport à l'environnement en général au crible de la colonne pour et contre, quoi, finalement, et de voir le minimum de... C'est la moins pire des solutions. C'est un peu ce que tu parles, c'est ça. Moi, je parle plutôt de leur manière de réfléchir. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, parce qu'on est quand même en train de décider de la mort d'une espèce pour faire survivre une autre. Donc, c'est quand même très étrange comme raisonnement. D'autant plus que la nature avait été là avant nous, hommes, et par un processus évolutionniste, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Alors pourquoi est-ce que l'homme se sent si responsable de ce qui se passe? Alors c'est vrai que depuis ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où en fait l'homme a tellement eu d'effets techniques sur l'environnement que en fait il y a un impact qui commence à être irréversible. Peut-être que depuis l'anthropocène, l'homme se dit je suis responsable de tout ce qui se passe et c'est moi qui dois décider de la vie, de la mort de toutes les espèces. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas à la nature de décider d'elle-même par ce processus évolutionniste de ce qui va se passer pour les espèces elles-mêmes? D'accord. Alors ça, c'est très intéressant, et ça peut en effet fausser pas mal de raisonnements en faveur de ce qu'on appelle la planète, le développement durable, biodiversité, etc. Donc c'est intéressant aussi, en effet, peut-être d'avoir ce questionnement avant d'entreprendre une action. Et ça me fait penser à une autre innovation qui s'appelle Living Carbon. Donc ça, c'est une chercheuse en Oregon qui s'est dit que finalement la meilleure machine pour absorber le CO2 sur Terre, c'était la plante, les plantes. Simplement, la plante pousse à son rythme. Et donc tout l'objet de cette recherche, c'est de modifier génétiquement la plante. Ce sont des peupliers en l'occurrence, pour que cette plante pousse 2 fois plus vite et donc emmagasine 2 fois plus
de carbone. Donc voilà, c'est ce que tu dis aussi sur la façon finalement de s'arroger le droit de modifier le vivant pour mieux le sauver, mais de notre point de vue, selon notre perspective. C'est exactement ça, on s'arroge le droit de faire ce qu'on veut, de manipuler la nature comme on veut. Et ça vient de très loin en fait. Ouais. Ça fait partie de présupposés culturels, notamment en Occident. D'abord, on trouve ça dans la Bible, cette idée que Dieu a donné la nature à l'homme, a donné les oiseaux de la terre, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre à l'homme, et qu'il peut en faire ce qu'il veut, il sera le bénéficiaire de la création. Donc on a un peu cette idée qu'on peut faire ce qu'on veut, et je pense que même si on n'est plus chrétien, il y a toujours ces présupposés qui imprègnent en fait notre vision du monde. Et après, ça se retrouve aussi chez un philosophe bien connu qui est Descartes, qui dit la technique, par exemple là, c'est la technique de modification génétique des arbres. La technique va nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Et là, c'est exactement ça. En fait, il avait prévu. La technique, en fait, est une manière pour nous de manipuler le vivant. Et ça traduit une certaine conception. Une conception où la nature est complètement passive. Voilà, passive, fond manipulable de choses qu'on peut user, on peut faire ce qu'on veut à cette nature. C'est un peu, on voit dans l'agriculture, aujourd'hui on fait les tomates comme on veut, quand on veut, de la forme qu'on veut. Sans forcément beaucoup de goût, mais en tout cas, c'est ça. C'est nous qui contrôlons absolument. Mais le deuxième effet là que je vois dans ce que tu dis aussi, c'est alors d'un côté de rendre la nature complètement passive, et puis de l'autre côté, nous, d'avoir une sorte de foi en l'innovation. Mais une foi un petit peu aveugle, enfin, est-ce qu'une foi d'ailleurs n'est pas aveugle? Bon, ça c'est une autre question peut-être, mais là c'est peut-être la question du technosolutionnisme. Voilà, je pense que Descartes, c'est un peu le précurseur de cette idée, c'est que quand il écrit « La technique va nous rendre comme maître et possesseur de la nature », il parle des effets bénéfiques que ça va avoir. Il dit ça va nous permettre de lutter contre le vieillissement, ça va nous permettre... Descartes dit ça? Oui, d'accord. Il dit que ça va nous permettre de jouir des fruits de la terre. Donc c'est exactement ça, l'agriculture en abondance, la productivité, etc. Donc on avait déjà cette idée avant que la technique allait résoudre tous les problèmes. Et en fait, comme tu dis, cette promesse, elle a fait son temps.